Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de A Language of Dragons de S.F. Williamson. Lu par Clément Lefebvre et Charlotte Gagnor. Suivi d'un entretien entre l'autrice et la narratrice. À mon mari, qui a cru en moi plus que moi-même. À mes parents, qui m'ont offert le précieux cadeau d'une seconde langue, et à tous ceux qui ont le courage de se pardonner. Ici sont les dragons. Chapitre 1er. J'ai encore rêvé en draconique. Les phrases longues et complexes me viennent plus facilement quand je dors. Lorsque j'ouvre les yeux, mon esprit se fixe sur un mot. Menkenias. Je me retourne dans mon lit. La brume du sommeil se dissipe, tandis que les rayons du soleil transpercent les carreaux. Par terre, emmêlé dans un tas de couvertures, mon cousin Marquis ronfle. Son père a encore passé la nuit à discuter avec mes parents, à parler à voix basse des grèves, des manifestations et des dragons. La présence de mon cousin sur le sol de ma chambre est de plus en plus fréquente. Le tintement des casseroles retentit dans la cuisine. Je me redresse aussitôt. La présidente de l'Académie de linguistique draconique vient dîner chez nous, ici, dans la maison de mes parents. Ce soir. J'attends ce moment depuis des semaines. Non, des mois. Le docteur Rita Hollingsworth veut rencontrer ma mère pour discuter de sa théorie sur les dialectes des dragons, mais ce sera aussi l'occasion pour moi de l'impressionner et, je l'espère, d'obtenir un stage d'été au département de traduction de l'Académie. « Marquis !» je crie en jetant un oreiller sur la tête de mon cousin. « Réveille-toi !»« Bon sang, Vive, je croyais qu'on faisait la grasse matinée. »« Non, j'ai rendez-vous chez le relieur à 10h. » J'enfile ma robe de chambre et me dirige vers le bureau où se trouve la lettre de recommandation de mon professeur. Au même moment, la porte s'ouvre avec fracas. Ursa, ma petite sœur, entre dans la pièce déjà habillée. Marquis grogne encore alors qu'elle le piétine pour venir se pencher à son oreille. « Cousin !» chuchote-t-elle bruyamment. « Tu dors ?»« Plus maintenant, petit ours !» dis-je en riant. Je lui fais signe de me rejoindre. Ursa laisse Marquis tranquille et se blottit dans mes bras. Elle est toute douce et sent le lait et le miel. « Où vas-tu habillée comme ça ?»« Je ne peux pas te le dire, » répond-elle d'un air malicieux. « C'est un endroit secret. »« Un endroit secret ?» dit Marquis en se redressant. « C'est mon genre d'endroit préféré. » Ma petite sœur éclate de rire tout en me laissant démêler les cheveux qui se sont pris dans le ruban effiloché de son laissez-passer. Ursa Feather Swallow, âge 5 ans, 2e classe. « Ursa !» je m'exclame. « Tu aurais dû demander à maman de remplacer ton ruban. Tu sais qu'il ne faut surtout pas perdre ton laissez-passer. » J'attrape le mien, attaché à un ruban de velours noir, et le passe à mon cou. L'idée qu'Ursa soit arrêtée sans son laissez-passer me terrifie. Notre vie entière dépend de ces 2 mots, 2e classe. Ma sœur fronce les sourcils en montrant du doigt le mur au-dessus de mon bureau. J'y ai accroché des croquis des différentes espèces de dragons dessinés par Marquis, ma lettre d'acceptation à l'Université de Londres et un portrait à l'aquarelle. Je me prépare à répondre à la question qu'Ursa me pose quasiment tous les jours. « Où est Sophie ?» À contre-cœur, je me tourne vers le portrait en essayant d'étouffer l'émotion qui m'envahit. Mon propre visage me sourit et, juste à côté, celui de ma plus chère et plus ancienne amie. Je te l'ai déjà dit, Ursa. Elle est partie. Je n'ai pas vu Sophie depuis l'été, depuis qu'elle a échoué à l'examen et qu'elle a été rétrogradée en 3e classe. En l'espace de quelques semaines, elle a dû renoncer à notre rêve d'aller ensemble à l'université, quitter sa maison familiale de Marylebone et emménager dans une maison de transition dans un quartier de 3e classe. Le souvenir du jour des résultats me fait encore frémir. Le cri de Sophie, la façon dont elle s'est effondrée comme un ballon qu'on aurait éclaté, le visage livide de son père alors qu'il lisait le document qu'elle tenait dans sa main.
La culpabilité surgit comme un raz-de-marée et me coupe le souffle. « Sophie est en 3e classe maintenant », rappelle Marquis à ma petite sœur. Je suis en train d'arracher le portrait du mur quand la voix de ma mère retentit dans l'escalier. « Oursa, on y va, ma chérie !» Oursa sort de ma chambre en trombe et, quelques secondes plus tard, la porte d'entrée claque. Je jette à la poubelle le portrait de Sophie et moi, puis j'attrape un chemisier en dentelle et un pantalon dans mon armoire. « Tu me laisses m'habiller ?» dis-je à Marquis avant qu'il ait le temps de me parler de Sophie. Mon cousin rassemble ses affaires et quitte la pièce. Après son départ, je m'habille tout en laissant venir mes larmes brûlantes, puis je les chasse d'un clignement d'œil furieux. Ce que j'ai fait à Sophie est impardonnable, mais il est trop tard pour revenir en arrière. J'ai fait mon choix, un choix cruel mais nécessaire, et je dois en assumer les conséquences. Ma peine est infime comparée à ce que doit ressentir Sophie. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte et je découvre Marquis sur le seuil. Pendant que je me préparais, mon cousin s'est coiffé et a enfilé son trench-coat beige. « Prête à vous rendre chez le relieur, madame ?» plaisante-t-il pour me détendre en m'offrant son bras. Dès l'instant où je le lui prends, mon angoisse s'estompe, remplacée par une soudaine impatience. Une longue journée nous attend jusqu'à ce que, ce soir, j'impressionne Rita Hollingsworth avec mon portfolio. Si tout se déroule comme prévu, je me rapprocherai davantage de mon rêve. Vivienne Feather-Swallow, traductrice de langue draconique. Le quartier de Fitzrovia bourdonne d'activité. Je m'agrippe à Marquis, tandis qu'il se faufile entre les marchands ambulants qui vendent des friandises et des bibelots. La plupart d'entre eux le saluent au passage. Tout le monde adore Marquis. Son charme naturel et sa vivacité d'esprit nous donnent accès à toutes sortes de privilèges depuis notre enfance. Un groupe d'hommes barbus admire une collection de livres anciens, examinant les tranches dorées avec leur monocle. La langue bulgare, si familière, résonne avec douceur dans mes oreilles et une rangée d'icônes religieuses peintes me fixe depuis un étal. « Des dragons rebelles sont détenus à Durham !» crie un vendeur de journaux. « L'accord de paix est-il en péril ?» Marquis s'arrête pour lire les gros titres. « En péril ?» Je me moque. L'accord de paix est en place depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas une poignée de rebelles qui va le faire tomber. L'accord de paix entre la première ministre Wyvern Myr et la reine des dragons britanniques permet aux humains et aux dragons de coexister en harmonie. Sans cet accord, et sans le système de classe, il y aurait encore des problèmes de surpopulation, de pénurie de logements et surtout de chasse aux humains et aux dragons. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes le remettent en cause. « J'ai entendu une rumeur des plus savoureuses hier », me confie Marquis alors que nous traversons la rue en direction de Marylebone. J'enjambe une crevasse sur le trottoir, point d'impact d'une queue de dragon datant de la guerre. D'après la petite amie d'Hugo Montecchio, son beau-frère aurait vu un dragon et un avion voler dans le ciel en même temps, côte à côte. « Impossible !» dis-je. Les dragons et les avions ont leurs propres itinéraires pour éviter les collisions. Je pousse la porte de l'atelier de reliure. La clochette retentit à l'intérieur. « Peut-être que les rebelles sont en train de réussir leur coup », remarque Marquis. « Et s'ils étaient plus près de renverser l'accord de paix qu'on le pense ?» Si tes amis s'imaginent que le gouvernement laisse les rebelles voler, alors ils sont encore plus naïfs que je le croyais. Tu es juste jalouse parce qu'Hugo Montecchio a une nouvelle copine. Arrête, Hugo m'a aidé en mathématiques, c'est tout. C'était un bon professeur. Je n'en doute pas, commente Marquis avec un sourire narquois. Les joues brûlantes, je fouille le contenu de mon portefeuille. Je préfère que mes histoires d'amour, même les moins sincères, restent aussi secrètes que celles de mon cousin. Tu peux parler ? Je marmonne. Tu as autant de petits amis que de foulards en soie. Le relieur me tend mon portfolio en échange de mes pièces et je murmure un remerciement. Cette couverture de cuir coûteuse renferme mes meilleures traductions et j'en ressens un frisson de fierté. Tout acte de traduction exige un sacrifice. C'est la dure vérité qui m'a fait tomber amoureuse de cette pratique. Il n'existe pas de lien direct entre les mots d'une langue et ceux d'une autre.
Aucune traduction ne peut rester entièrement fidèle au texte original. Bien qu'on parvienne à combler ce fossé, il existe toujours un sens plus profond qui n'est pas traduit, un secret invisible aux yeux de ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Contrairement à eux, le traducteur est une créature qui vole avec plusieurs paires d'ailes. Je glisse mon portfolio sous le bras et je sors de l'atelier avec Marquis. Sur le chemin du retour, nous passons devant l'université de Londres où nous étudions depuis 2 mois. J'ai sauté ma dernière année de lycée pour y entrer plus tôt. J'aime tellement les études que les week-ends sont devenus ennuyeux. Je suis jalouse que Marquis ait le droit de vivre sur place, parce qu'il est un homme, mais je mesure ma chance. Certaines universités n'autorisent pas la présence de femmes, pas même pour étudier. Comme le dit mon oncle, il faut voir le bon côté des choses. Et c'est ce que je fais. L'université de Londres, avec son campus baigné de soleil, son architecture magnifique, ses flèches et sa bibliothèque géante, c'est tout ce dont j'ai rêvé. En parlant de rêve, je repense au mot draconique de ce matin. Menkenias. C'est du comodonais, une langue draconique peu parlée en Britannie, sauf par les commerçants qui voyagent à Singapour. J'ai sa traduction sur le bout de la langue. Attends, Lance Marquis en s'arrêtant net. Des manifestants défilent le long d'une des rues qui serpentent à l'entrée de Fitzrovia. Je jette un coup d'œil aux panneaux qu'ils dépassent alors qu'ils débouchent sur la place centrale. Camden Town, quartier de 3e classe. C'est là que se trouve la nouvelle maison de Sophie. « L'accord de paix est corrompu !» crie un manifestant. Le groupe est parsemé d'hommes en uniforme et casque blanc, des gardiens de la paix. J'attrape mon laissez-passer. Marquis m'imite. « Libérez la 3e classe !» hurle une femme de tous ses poumons. De nombreuses personnes brandissent des pancartes. La coalition Humain-Dragon de Britannie exige des réformes, défendons la démocratie, des élections législatives maintenant. Je tressaille lorsque la femme est projetée au sol. La foule déferle et la piétine. « Justice pour les dragons !» clame une autre voix. De nouveaux gardiens apparaissent, munis de matraques argentées. Je me décale de justesse quand un autre groupe de manifestants surgit derrière nous, m'éraflant la joue avec le coin d'une pancarte. J'attrape la main de mon cousin alors que les 2 groupes convergent sur la place. « Allons-y !» lance Marquis en me tirant en direction de la maison. Nous courons sur les pavés quand un éclat de lumière attire mon attention. À quelques pas de nous, un gardien brandit une matraque qui scintille à la lueur du soleil. « Ah bah oui, Vermeer !» Des cris s'élèvent tandis que les matraques s'abattent sur la foule. Des gouttes de sang éclaboussent mon manteau et la couverture de mon portfolio. Le cri de stupeur qui s'échappe de mes lèvres est étouffé par les hurlements d'une femme. La foule bouillonne, grossit et déferle sur nous en un flot de corps. Je lis l'horreur sur le visage de Marquis et m'élance avant d'hésiter. J'ai failli marcher sur la tête d'une jeune fille. Elle gît sur le sol, ses longs cheveux incrustés de sang, le regard vide. Morte. Un coup de feu retentit. « Vive !» rugit Marquis. Nous partons en courant. Les marchands ambulants s'éparpillent alors que des voitures remplies de gardiens se dirigent droit sur nous. Je vois notre maison, ses murs blancs et ses rideaux bleus. Je gravis les marches, sursaute lorsqu'un 2e coup de feu retentit, suivi d'un 3e. Les mains tremblantes, j'enfonce la clé dans la serrure alors que Marquis se colle à mon dos. Je n'y arrive pas. La porte s'ouvre enfin. Nous nous précipitons dans l'entrée et Marquis claque la porte derrière nous. Mon regard se pose sur le visage livide et les chaussures tachées de sang de mon cousin. Mon cœur bat à tout rompre et mes cheveux sont trempés de sueur. « Qu'est-ce que c'était ?» je demande à bout de souffle. « Des manifestants rebelles !» répond Marquis. L'image de la fille morte et de ses cheveux ensanglantés est gravée dans mon esprit et je presse ma main contre ma bouche, l'estomac révulsé. J'ai toujours vu les rebelles comme un parti politique plein de dragons en colère et de radicaux armés, pas d'hommes et de femmes que je croise tous les jours.
pas de jeune fille comme moi. Je sursaute quand la porte d'entrée s'ouvre derrière nous. Ma mère apparaît, portant une oursa en larmes. « Fermez la porte à clé !» ordonne-t-elle en posant ma sœur. « Et éloignez-vous des fenêtres !» J'obéis, échangeant un regard avec Marquis pendant que ma mère enlève le manteau et les bottes d'oursa. « Vous deux, donnez-moi vos chaussures, tout ce qui a été sali !» ajoute-t-elle. « Vivienne, occupe-toi de ta sœur. » Je m'agenouille et tente tant bien que mal de rassurer Oursa. « Calme-toi, petit ours », je murmure à son oreille. Malgré l'interdiction, Marquis se rapproche de la fenêtre pour regarder. D'ici quelques heures, ma mère aura effacé toute trace de notre présence accidentelle à la manifestation des rebelles. Mes vêtements seront rangés dans mon armoire, propres et repassés, comme si je n'avais jamais croisé une matraque argentée ou le cadavre d'une fille de 3e classe. Voilà pourquoi, je pense. Une conclusion qui me vient soudain, calme et rassurante. Voilà pourquoi je peux compter les quelques mauvaises notes que j'ai reçues sur la ligne de cicatrices blanches recouvrant mon bras. Voilà pourquoi j'ai laissé Hugo Montecchio glisser les mains sous ma robe en échange de cours de mathématiques l'année dernière. Voilà pourquoi j'ai trahi ma meilleure amie. Pour réussir l'examen. Pour devenir traductrice de langue draconique. Pour ne jamais, au grand jamais, être rétrogradée en 3e classe. Ma petite sœur hoquette en caressant le nouveau ruban bleu pâle de son laissez-passer. « On va jouer, Oursa ?» propose Marquis en lui prenant la main. J'attends qu'il disparaisse dans le salon pour ramasser mon portfolio. J'essuie le sang sur la couverture, soulagée que ma mère ne l'ait pas vu et ne m'ait pas obligée à m'en débarrasser. Puis je me dirige vers la salle à manger où la table est déjà dressée. Le repas de ce soir a été entièrement orchestré par ma mère. Mes parents n'emploient pas de femme de ménage ni de cuisinier, sinon ils n'auraient pas d'argent pour payer nos professeurs particuliers. Je pose le portfolio sur ma chaise. Les marques sombres sur la couverture passeront pour des taches d'eau. J'espère que cet aperçu de mon travail suffira à convaincre Rita Hollingsworth de m'engager comme apprentie. Grâce à mes lettres de recommandation et à mon professionnalisme, je serai aussi convaincante que le jour de l'examen. Ce jour-là, mon père m'a comparée à un fruit mûr prêt à être cueilli. Sur le moment, je n'ai pas compris où il voulait en venir. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce que je ressens. Je suis un fruit mûr, luisant à l'extérieur, pourri à l'intérieur. La sonnette retentit à 19h, alors que ma mère place les dernières fleurs dans le vase au centre de la table. Elle m'adresse un sourire d'encouragement. Des mèches pâles s'échappent de son chignon et encadrent son visage. Avec mes boucles sombres et mes taches de rousseur, je ne lui ressemble pas du tout. Ce n'est pas surprenant. Ma mère est sage, calme et patiente. Moi, je suis colérique, tête brûlée et égoïste. Mon père dépose un baiser sur sa joue et sort 2 bouteilles de vin de derrière son dos. « On s'était mis d'accord sur une seule », lui reproche ma mère. « Je sais, mais avec une invitée aussi distinguée, j'ai pensé qu'il en faudrait plus. » se défend-il. Mon oncle grogne sur sa chaise. Mon père a commencé à boire quand nous attendions mes résultats à l'examen. Depuis, il n'a pas arrêté. « Donne-moi ça !» marmonne oncle Thomas en attrapant les bouteilles de merlot. Il les débouche et les place près du feu pour que le vin s'aère. Mon père montre du doigt les travaux de ma mère posés sur le manteau de la cheminée et lui conseille à l'oreille. « Ne joue pas tout de suite, carte sur table. » J'en sais assez sur les recherches de ma mère pour comprendre à quel point ce soir est important. Elle est convaincue que chaque langue draconique contient des dialectes, des branches d'un langage propre à un groupe ou à un lieu. Selon elle, montrer l'existence et l'importance culturelle de ces dialectes rappellera à notre société à quel point les dragons et les humains sont semblables. Mais l'Académie maintient que les dragons sont trop solitaires pour que leur langue se soit répandue et ait évolué à ce point. Je balaie la salle à manger du regard. La pièce est lumineuse et chaleureuse.
La table est dressée avec notre beau service en porcelaine rose. Les murs sont couverts de tableaux et d'étagères débordant de livres, et Mina, notre chatte blanche et duveteuse, est endormie sur la méridienne. C'est ici que mes parents veillent avec mon oncle nuit après nuit. Au début, j'ai cru qu'il parlait travail, mais mon oncle Thomas n'est pas anthropologue comme mes parents. C'est de la rébellion qu'ils débattent, de la menace d'une nouvelle guerre. J'ai entendu des bribes de leur conversation hier soir en allant me coucher. La peine encourue pour un coup d'État, c'est la mort. Docteur Hollingsworth, s'exclame ma mère dans l'entrée. Bienvenue chez nous. Une petite femme aux cheveux argentés nous rejoint dans la salle à manger. Elle a la peau cuivrée, marquée par le temps et le soleil, et des pattes d'oie au coin des yeux. Elle tient un long porte-cigarette dans une main et une mallette dans l'autre. À ses doigts, de magnifiques bagues scintillantes sur lesquelles le regard avide d'Oursa se rive. « C'est un plaisir d'être ici. » se réjouit Rita Hollingsworth en tendant son manteau à marquis. Mon cousin se tourne vers moi en haussant un sourcil. Je lui réponds par un regard glacial, le priant d'être poli avec la femme qui détient potentiellement les clés de mon avenir. « Êtes-vous au courant, docteur et docteur Featherswallow, de la manifestation de rebelles qui a eu lieu cet après-midi ?» demande Rita Hollingsworth, tandis que mon père lui indique sa place. « Que de violence juste devant votre maison !» Nous étions en sécurité à l'intérieur. Ment ma mère en me jetant un coup d'œil d'avertissement. Puis-je vous offrir un verre de vin ? Pendant de longues minutes, j'écoute Rita Hollingsworth discuter avec mes parents autour de bols de pierogi au beurre. Dans ses yeux brûle un éclat de pure intelligence. Cette femme a retranscrit à elle seule la syntaxe de 3 anciens langages de dragon et est la présidence d'une institution qui a donné une forme écrite aux langues draconiques. Et la voilà chez moi, à notre table. Comme vous le savez, les dragons communiquent dans des centaines de langues depuis des millénaires, déclare ma mère. Mes recherches prouvent que leur capacité linguistique remonte à encore plus loin. Je pense que de petits groupes très unis parlent des dialectes issus de leur propre langue. Ces dialectes sont clairement distincts les uns des autres, de la même manière que l'anglais que parle la reine est distinct par exemple du scouse, dialecte de Liverpool. Docteur Featherswallow, si les dragons communiquaient avec des dialectes régionaux, nous les aurions certainement déjà entendus. Les dialectes ne sont peut-être pas régionaux, insiste ma mère. Ils pourraient être... Elle s'interrompt lorsque Rita Hollingsworth lève une main, lui faisant signe de se taire. Je manque de m'étouffer. De l'autre côté de la table, Marquis recrache sa gorgée de vin dans son verre. Vous êtes originaire de Bulgarie, n'est-ce pas, docteur Featherswallow ? Oui, balbutie ma mère. Quand êtes-vous arrivé en Angleterre ? En 1865. Je venais de naître. Après le massacre de Bulgarie, déduit Rita Hollingsworth en posant sa fourchette. Avez-vous perdu beaucoup de membres de votre famille aux griffes des dragons bulgares ? Plusieurs, y compris ma mère. C'est tout ce que je sais sur sa famille. Ils ont fui la Bulgarie au moment du soulèvement des dragons. Seuls ma mère et son père ont survécu. Ma grand-mère a péri avec la majorité des habitants de la Bulgarie. Il est tout de même curieux que vous vous soyez spécialisé dans l'étude des créatures qui vous ont causé tant de souffrances. Remarque Rita Hollingsworth. La plupart des Bulgares que je connais ne font plus confiance aux dragons. Ils portent même des herbes protectrices sur eux, convaincus qu'elles les protégeront en cas d'attaque. Ma mère sourit et mon père lui prend la main. Avant que l'interdiction de voyager soit proclamée, ma femme parcourait le monde afin d'approfondir ses recherches. Intervient-il. Pour chaque dragon assoiffé de sang rencontré en Bulgarie, elle en a croisé autant qui ne voulaient rien d'autre que la paix. Et il en est ainsi grâce à l'accord de paix, n'est-ce pas ? Rétorque Rita Hollingsworth en le regardant droit dans les yeux. Mon père se crispe et se sert un autre verre de vin. Ma mère place une main sur son dos. « Vive la paix et la prospérité !» clame-t-elle.
Elle a récité la devise nationale de la Britannie, de la même voix chantante qu'elle utilise pour aider Ursa à mémoriser ses leçons, et Rita Hollingsworth sourit d'un air satisfait. Je pose une main sur le portfolio qui tient en équilibre sur mes genoux, en pensant au participe passé de Draexum à la page 9. Est-ce le bon moment pour aborder le sujet de l'apprentissage ? Je cherche le regard de ma mère, quand Rita Hollingsworth me fixe d'un air curieux. Vivienne Feather-Swallow, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi une linguiste en herbe. Mon cœur s'emballe et je me redresse sur ma chaise. C'est maintenant ou jamais. J'étudie les langues draconiques à l'Université de Londres. Je confirme, avec le genre de sourire calme qu'on m'a appris. Je suis en première année. Merveilleux. Pratiquez-vous beaucoup ? C'est-à-dire ? Avec des dragons, jeune fille. Oh ! La question est pertinente, mais cela ne m'était même pas venu à l'esprit. En réalité, je n'ai pas échangé plus de quelques mots avec un dragon de toute ma vie. Le dernier professeur dragon a été remplacé par un humain cette année. Du coup... Combien de langues draconiques parlez-vous ? Me demande Rita Hollingsworth en wyrmérien. 6. Je réponds dans la même langue. Puis, je passe au commodonais, que je commence tout juste à étudier. Mais je ne parle pas couramment celle-ci. Istitin drageoire ? Ajoute-t-elle en drageoire. D'épuise contemptans scrutes ? Comme c'est la langue officielle des dragons français, j'ai commencé à l'étudier à l'âge de 8 ans. Je réponds avec un accent parfait. Je trouve que c'est l'une des langues les plus faciles à apprendre. Rita Hollingsworth m'offre un sourire amusé, puis revient à l'anglais. Vous avez réussi l'examen avec brio. Du moins, c'est ce qu'on m'a rapporté. Mon ventre se noue à la mention de l'examen, mais je maintiens mon sourire. Qui exactement lui en a parlé ? Vivienne a travaillé dur pour réussir, dit mon père. Certains de ses amis n'ont pas eu cette chance. Rita Hollingsworth tourne vivement la tête vers lui. Pensez-vous que la chance soit un facteur de réussite, Dr. Feather-Swallow ? Notre amie Sophie a travaillé aussi dur que Vive. Lance Marquis. On ne s'attendait pas à ce qu'elle échoue. Le nœud dans mon estomac se resserre. Marquis a passé l'examen 1 an avant nous, mais la rétrogradation de Sophie l'a choquée. Ursa pique bruyamment un pierogi avec sa fourchette. Et vous, qu'en pensez-vous, mademoiselle Feather-Swallow ? Me demande Rita Hollingsworth. Je jette un coup d'œil nerveux à ma mère. Quel est le rapport avec les dialectes de dragon ? Tous les adolescents passent l'examen à 16 ans. Ceux qui réussissent restent dans leur classe de naissance, sauf les élèves de 3e classe, qui sont promus en 2e classe. Ceux qui échouent sont rétrogradés, à l'exception des élèves de 3e classe, qui ne peuvent pas descendre plus bas. C'est ainsi depuis bien avant ma naissance. Je repense aux longs mois de révision, à ma candidature à l'université, aux mains baladeuses d'Hugo Montecchio. L'échec n'était pas une option pour moi. Je réponds. Voilà pourquoi j'ai gâché la vie de Sophie. Rita Hollingsworth m'adresse un clin d'œil qui me surprend. Ai-je dit ce qu'il fallait ? Ma mère me fait un petit signe de tête, tandis que notre invité se retourne vers mon père. Vous parlez de chance, Dr. Feather-Swallow, mais vous investissez dans les meilleurs livres, les meilleurs professeurs et les meilleures écoles pour vos filles, n'est-ce pas ? Pas les meilleurs. Ai-je envie de protester ? Le Cheltenham Ladies College n'accepte que les filles de première classe. Mais je me retiens. Nous devons encore faire des sacrifices, mais il se pourrait bien que la prochaine génération de Feather-Swallow soit en première classe. Mon père termine son verre de vin et le remplit à nouveau, les yeux plissés. C'est comme si la température de la pièce avait soudainement chuté. Nous faisons bien plus que cela, madame. Se défend-il. Vivienne était inscrite à Sainte-Saviour avant sa naissance. Sa mère ne la laissait pas dormir tant qu'elle ne connaissait pas ses leçons par cœur. Vivienne a des cicatrices sur le bras que je lui ai moi-même infligées. Les mots restent bloqués dans sa gorge. Oncle Thomas tousse bruyamment.
Mon cœur s'emballe et je ne peux plus détacher mon regard de mon père. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comme tout bon père qui se respecte, Remarque Rita Hollingsworth en souriant. Mais cela ne serait pas nécessaire, n'est-ce pas ? Si... Mon père commence à manger ses mots à cause de l'alcool. Ma mère lui arrache le verre des mains. Si mes filles ne vivaient pas sous la menace d'une rétrogradation en 3e classe. Termine-t-il. Ma mère sursaute comme si le verre l'avait brûlé. Il lui échappe et s'écrase sur le parquet. Le vin rouge se répand en un flot carmin et s'infiltre dans les fissures. Rita Hollingsworth se lève brusquement et je retiens mon souffle. « Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle en sortant son porte-cigarette de sa poche. Je vais me retirer dans le fumoir. » Elle s'empare de sa mallette et sort de la salle à manger. Je me tourne vers Marquis, qui regarde mon père d'un air à la fois admiratif et stupéfait. « Bravo, John !» grogne mon oncle. Ma mère, tremblante, garde les lèvres serrées. Mon père s'adosse à sa chaise et me contemple, les lèvres tachées par le vin et les larmes aux yeux. Je ne l'avais encore jamais entendu critiquer le système, ni exprimer des regrets sur la façon dont il m'a élevée. Pourquoi a-t-il choisi de le faire maintenant, devant une inconnue, une personne aussi importante ? Il fouille dans sa poche et en sort une flasque. Mais ma mère s'en empare avant qu'il n'ait pu dévisser le bouchon. « Maman ?» s'inquiète Oursa. « Pourquoi tu es fâchée ?» Ma mère se pince l'arête du nez. Mon oncle lui murmure quelque chose à l'oreille, tandis que Marquis plonge ses yeux dans les miens. « Qu'est-ce qui lui a pris ?» forme-t-il en silence. « 2 bouteilles de vin. » ai-je envie de répondre. La flamme de l'excitation que j'ai ressentie quelques minutes plus tôt s'est éteinte et a été remplacée par une rage bouillonnante. Je lance un regard noir à mon père. À cause de lui, ma seule chance de montrer mes traductions à Rita Hollingsworth s'est envolée. « Je peux aller dans le fumoir, moi aussi ?» demande Oursa. Marquis et moi échangeons un regard perplexe. Nous n'avons pas de fumoir. Dans ce cas, où est passée Rita Hollingsworth ? Mon père essaie d'attirer ma mère contre lui, mais elle le repousse. « Je suis désolé, Elina. » bafouille-t-il. Mon portfolio à la main, je me lève et sors de la salle à manger. L'entrée est silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge. Au bout du couloir se trouve un petit salon et le bureau de mes parents. Laquelle de ces pièces pourrait être considérée comme un fumoir ? J'avance lentement, l'esprit troublé. La porte du bureau est entr'ouverte et la lumière est allumée. Je plaque un sourire sur mon visage et pousse la porte. « Je m'excuse pour les remarques de mon père, Dr. Hollingsworth », dis-je en entrant. Elle est assise derrière le bureau de mon père, une cigarette fumante posée dans le cendrier. 2 tiroirs sont ouverts et un papier est posé devant elle. « L'alcool a cet effet sur les meilleurs d'entre nous, Vivienne, » dit-elle avec indulgence. « Cigarette ?» Elle montre du doigt une petite boîte en argent. « Je ne fume pas. » « Vous fumerez un jour, si vous avez une carrière comme la mienne. » Je saisis ma chance et fais glisser mon portfolio sur le bureau. « Dr. Hollingsworth, j'aimerais participer à votre programme d'été en tant qu'apprenti. Voici un aperçu de mes travaux, ainsi qu'une lettre de recommandation de l'un de mes professeurs. » Elle m'observe d'un air pensif, la fumée s'échappant de sa bouche et de son nez. « Souhaitez-vous devenir chercheuse à l'université comme vos parents ? » « Non, je veux être traductrice. J'aimerais découvrir de nouvelles langues draconiques, comme vous. » L'éclat dans les yeux de Rita Hollingsworth s'intensifie. « J'ai entendu beaucoup de choses positives à votre sujet, Vivienne. Vous êtes exactement le type d'étudiante que je cherche à recruter. » Mon cœur s'emballe. « Merci, » dis-je. « Ce serait un honneur de... » Ma voix est étouffée par un énorme fracas, suivi d'un bruit de verre brisé. Je fais volte-face. Mon père a-t-il renversé quelque chose dans la cuisine ? Je m'apprête à sortir de la pièce, mais Hollingsworth se lève et me retient par la manche.
Un bel avenir vous attend, Vivienne. Mais pour y parvenir, il vous faudra chercher dans des endroits inattendus. J'examine son visage, ses rides poudrées et ses lèvres rouges, essayant de comprendre où elle veut en venir. Mon regard se pose sur le téléphone. Il est décroché. Ma mère pousse un cri. « Gardien de la paix !» hurle une voix. « Vous êtes en état d'arrestation !» Le monde ralentit. Je fixe Rita Hollingsworth et le morceau de papier qu'elle a sorti du tiroir, alors que je comprends enfin. Vous n'êtes pas venu entendre les théories de ma mère, n'est-ce pas ? Elle me relâche en souriant. Tout à coup, le mot dont j'ai rêvé ce matin et toutes ses traductions me reviennent. Menkenias. Serpent, ennemi, imposteur. Chapitre 2. Les traductions draconiques du même mot tournent en boucle dans ma tête. Feitur, Slangrigger, Ismamniz. Je remonte le couloir en courant. 2 gardiens de la paix se tiennent dans l'entrée, les éclats de verre de la porte fracassés éparpillés à leurs pieds. La lumière des lampes se reflète sur leurs visières. Mon père surgit dans le couloir. « Comment osez-vous entrer dans ma maison ?» D'autres gardes déboulent, le verre crissant sous leurs bottes, et saisissent mon père par les bras. « Lâchez-le !» Je hurle. Je me précipite vers lui, mais mon oncle est plus rapide. Il se jette entre mon père et les gardiens, et j'entends un craquement écœurant lorsque son pied s'écrase sur un genou. Il attrape l'un des gardiens et le plaque au sol. « Vivienne !» crie ma mère depuis la salle à manger. Je me précipite vers elle alors qu'un gardien pointe son arme dans notre direction. Oursa hurle et se débat contre Marquis qui la retient, l'empêchant de courir vers notre père. Mon cousin étend son bras libre devant ma mère et moi en défiant le gardien du regard. « Ne leur faites pas de mal, » les supplie-t-il. « Je vous en prie. » Je suis pétrifiée, les yeux rivés sur le canon de l'arme désormais appuyé contre l'épaule de Marquis. Elina Feather-Swallow, John Feather-Swallow, Thomas Feather-Swallow, vous êtes en état d'arrestation pour désobéissance civile. Désobéissance civile ? Il y a au moins 10 gardiens dans l'entrée. Mon père et mon oncle sont plaqués au sol, les mains menottées dans le dos. Je me tourne vers ma mère, qui pleure en caressant la tête d'Oursa. Pourquoi ne leur explique-t-elle pas que ce n'est qu'une terrible erreur ? Dis-leur, maman ! Je l'implore. Dis-leur qu'ils se sont trompés de maison. Elle plonge ses yeux bleus dans les miens. Vivienne, pars avec ta sœur et ton cousin et quittez Londres, me dit-elle en bulgare, tandis qu'un gardien lui menotte les poignets. Partez le plus loin possible. Je suis saisie d'un vertige. Maman ! Oursa trébuche derrière les 2 gardiens qui poussent ma mère vers la sortie, tout en fouillant ses poches. Dans la rue, une file de voitures noires. Les rideaux s'agitent aux fenêtres des maisons voisines. Le ciel est aussi sombre que de la fumée de dragon. « Papa, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe !» J'entends à peine le cri de Marquis, qui s'accroche à l'épaule de son père, alors que des gardiens traînent celui-ci dans la rue. J'ai les yeux rivés sur 2 autres gardiens qui poussent mon propre père vers une voiture. Je m'approche aussi près qu'il m'en laisse la possibilité et pose une main sur son visage. « Papa !» Il se penche vers moi, les yeux rougis. Il sent le vin, mais son regard est celui d'un homme sobre. Les peuples ne devraient pas craindre leur Premier ministre, Vivienne. Ce sont les premiers ministres qui devraient craindre leur peuple. Les gardiens le poussent sur la banquette arrière et claquent la portière. Je vacille, le sang me battant aux tempes et les pavés de Fitzroy Square dansant sous mes yeux à cause de mon vertige. Quelqu'un donne des coups de poing contre une vitre. Un cri aigu perce l'air. Oursa. « Allons, ma petite, lâche-la maintenant. » Je me retourne. Hollingsworth est agenouillé devant Oursa. C'est la vue de ma petite sœur en pleurs, de ses petits doigts agrippés à la robe de notre mère, qui me ramène à la réalité. « Je vous interdis de lui parler !» Je hurle. Je me précipite vers Oursa
et la prends dans mes bras alors qu'elle pousse un ululement. Hollingsworth se lève, les lèvres pincées. « N'oublie pas ce que je t'ai dit », murmure ma mère en bulgare. Il y a de l'inflexibilité dans son regard à présent. Le dos de sa main effleure la mienne, un geste invisible et tendre qui dit 100 choses à la fois. Puis elle dépose un baiser sur la joue d'Oursa et monte dans une voiture, disparaissant derrière une vitre teintée. Je sens encore son parfum. Un sanglot m'échappe, tandis que le véhicule s'éloigne. Oursa est devenue toute molle dans mes bras. « Laissez passer !» ordonne un gardien en tendant la main vers moi. J'attrape mon ruban et lui montre ma carte. « 2e classe !» dit-il à son supérieur. 17 ans. Et lui ? Le supérieur fait un geste en direction de Marquis, qui fixe encore l'endroit où se trouvait son père quelques secondes plus tôt. Le gardien saisit son laissez-passer. 2e classe, 18 ans. Le supérieur hoche la tête. Le gardien saisit Marquis par l'épaule, puis lui passe les menottes. « Non !» je crie. « Il n'a rien fait de mal. Il est... » Vivienne Featherswallow, en tant que mineur, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Mais vous avez ordre de rester chez vous jusqu'à ce que vos parents soient jugés et que votre innocence soit prouvée. Marquis se tourne vers Oursa et moi, la mâchoire serrée. Votre désobéissance entraînera un emprisonnement immédiat. Poursuit le gardien. Avez-vous compris ? Oui, mais mon cousin... est un adulte et sera jugé comme tel. M'interrompt-il durement. Oursa hoquette dans mes bras et tend la main vers Marquis, qu'on pousse déjà dans la dernière voiture. « Ne t'inquiète pas, Marquis !» je lance en me précipitant sur la voiture. « Ils vous relâcheront tous quand ils comprendront que vous êtes innocent. » Mon cousin me jette un regard de profond désespoir avant qu'on lui claque la portière au nez. Un énième gardien, un couteau pendant à sa ceinture dans un étui en cuir, sort de la maison avec une boîte à la main. « La première ministre voudra voir ça, » dit-il. Je l'ai trouvé dans un compartiment secret du bureau. Un compartiment secret ? Dans notre maison ? La mère avait caché la clé sous sa robe. Je sens la rage monter en moi. Le gardien me dévisage d'un air amusé. Souris un peu, ma belle. Si vous posez encore la main sur ma mère... La gifle sort de nulle part. Je manque de tomber en arrière alors que des taches dansent devant mes yeux. Marquis rugit dans la voiture et les cris hystériques d'Oursa résonnent dans la rue. Le gardien lève sa visière et me regarde avec un certain amusement. « Allons, gardien 707 !» rigole son supérieur. « Ce n'est pas une façon de traiter une citoyenne de 2e classe. Mademoiselle Featherswallow vous demande simplement d'accorder à sa mère le respect que sa classe mérite, même si ce n'est qu'une sangsue bulgare. » Il éclate de rire sous son casque. Oursa continue de pleurer dans mes bras. Chut, je murmure en essayant de maîtriser mes propres sanglots. Ça va aller. Envoyez cette preuve directement au bureau de la première ministre, ordonne le supérieur. Elle l'examinera à son retour des territoires draconiques dans la matinée. Ne tardez pas, leur lance une voix froide. Il s'agit d'une affaire de la plus haute urgence. Rita Hollingsworth glisse dans sa poche le papier qu'elle a volé dans le bureau de mon père. À travers mes larmes, je devine une ligne de gribouillis écrit à l'encre turquoise. « Vous n'avez jamais été intéressé par les recherches de ma mère ?» Je lui reproche. « Ce n'était qu'une ruse pour entrer chez nous. Vous les avez trahis. » Non, Vivienne. Ce sont eux qui vous ont trahi, vous et votre sœur, et leur pays. Vous vous trompez. Vous avez arrêté les mauvaises personnes. La première ministre Wyvernmere fait surveiller votre maison depuis des mois. M'apprend-elle. Je vous ai dit tout à l'heure que vous trouverez votre avenir dans des endroits inattendus. Le moment venu, vous devrez le saisir et le protéger, quel qu'en soit le prix. Son regard acéré se rive au mien. Je suis certaine que je vous reverrai très bientôt. Une voiture se gare derrière celle où se trouve Marquis. Hollingsworth monte à bord et ferme la portière, et les deux véhicules démarrent. Je suis du regard la silhouette de mon cousin,
jusqu'à ce que les voitures disparaissent au loin et qu'Oursa et moi soyons seuls sur le trottoir. « Allez », je murmure à son oreille. « Retournons à l'intérieur. » Je me ferai un chemin parmi les bris de verre étalés dans l'entrée. La salle à manger a été fouillée, chaque tiroir retourné. La table est couchée sur le côté. Le sol est jonché de vaisselle cassée et de restes de nourriture. Un tableau est de travers, comme si quelqu'un avait regardé derrière. Mina feule, cachée sous la méridienne. Pendant un court et terrible instant, j'ai envie d'éclater de rire. Je pose ma petite sœur. Sonnée, elle observe la scène, les cils mouillés de larmes. Le ruban qu'elle portait dans ses cheveux a disparu. « Nettoyons tout ça, d'accord ?» dis-je d'un ton faussement enjoué. Oursa me dévisage en silence, les yeux écarquillés. « Papa et maman reviendront dans quelques jours. » J'ajoute. « On ne veut pas que ce soit le bazar à leur retour, pas vrai ?» Les mains tremblantes, je redresse la table et ramasse les pierogies éparpillés au sol. Je rajuste le tableau au mur et débarrasse les bouteilles de vin vides. Pendant que je balaie le verre dans l'entrée, Oursa nourrit la chatte. « Mange, Mina !» dit-elle d'une petite voix. « On ne veut pas que ce soit le bazar au retour de papa et maman, pas vrai ?» Enfin, j'aide ma sœur à se mettre en pyjama. « Je n'ai pas récité mes leçons », regrette-t-elle en bâillant. « Ce n'est pas grave, Oursa. » Je lui caresse les cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis je sors de la chambre, ferme la porte derrière moi et retourne dans la salle à manger. La pièce est plongée dans le silence, à l'exception du crépitement du feu. Je m'assois en repensant à l'expression dédaigneuse du gardien lorsqu'il a traité ma mère de sangsue. Est-ce que nous avons été pris pour cible parce que ma mère est bulgare ? Pauvre marquis, enfermé dans une cellule de prison alors qu'il est innocent, tandis que je me retrouve ici, dans cette grande maison vide. Et mes parents ? La peine encourue pour un coup d'État, c'est la mort. Un sanglot m'échappe. Est-ce que cela expliquerait toutes ces nuits qu'ils ont passées à discuter dans la salle à manger ? Mes parents et mon oncle avaient-ils prévu de rejoindre les rebelles et de renverser le gouvernement ? Impossible. Les Feather Swallow portent leur laissez-passer, respectent le système de classe, préparent leurs enfants à l'examen. Ils ne prendraient pas une décision aussi stupide, aussi égoïste. Les peuples ne devraient pas craindre leur Premier ministre, Vivienne. Ce sont les premiers ministres qui devraient craindre leur peuple. Wyvern Myr effectue son 2e mandat en tant que première femme à occuper le poste de Premier ministre. Elle a permis à la Britannie de traverser la Grande Guerre et a maintenu la paix entre les humains et les dragons. Je n'ai jamais entendu mes parents la critiquer. Pourquoi mon père m'a-t-il dit une chose pareille ? Je me lève si vite que j'en ai la tête qui tourne. Le gardien a parlé d'un compartiment secret. Je sors de la salle à manger et me dirige vers le bureau. À l'intérieur, des papiers et des livres ouverts jonchent le sol. La fenêtre est entr'ouverte, laissant se faufiler le vent froid. Le mégot de la cigarette de Hollingsworth repose dans le cendrier. Je ne peux contenir mes larmes. C'est ici que mes parents passent le plus clair de leur temps, travaillant à prouver leurs théories sur les comportements et la culture des dragons. C'est une pièce pleine de savoir, de questions, d'hypothèses. Du coin de l'œil, je remarque quelque chose. Le côté du bureau est ouvert. Le cœur battant, je me rapproche du meuble. Le panneau de bois latéral s'ouvre comme une porte avec une minuscule serrure dissimulée dans la marqueterie dorée. Juste derrière se cache un compartiment où ne repose plus qu'un canif. Choquée, je le glisse dans ma poche. Mes parents ont vraiment caché quelque chose, et cette chose se trouve maintenant à l'intérieur d'une voiture de gardien. Je balaie le reste de la pièce du regard. Le vieux canapé vert semble intact, tout comme le piano et la vitrine dans laquelle sont exposés mes trophées d'école. Seul le chariot à boissons a été déplacé. C'est un globe terrestre dont la moitié supérieure peut être soulevée et révéler les bouteilles d'alcool à l'intérieur. Quand j'étais petite, j'adorais tracer les contours de chaque pays et apprendre le nom des différentes mers. Je l'examine de plus près.
Il y a la Roumanie, la Yougoslavie et la Grèce, et, entre les trois, la Bulgarie, le pays des dragons. Sur le côté gauche du globe se trouvent les États-Unis, où la mère de Marquis est née, où, dans certains États, on vit en paix avec les dragons, et dans d'autres, on les chasse comme des proies. Je fronce les sourcils. Quelqu'un a tracé une ligne sur la surface du globe à l'aide d'un objet pointu, créant une incision qui part de la Bulgarie et serpente jusqu'à la Britannie. Juste à côté se trouve une minuscule version de l'emblème de Wyvernmere, un W enchevêtré dans la queue d'un dragon. Il a été dessiné à l'encre turquoise, la même couleur que celle utilisée par mon père avec son stylo plume. Pourquoi a-t-il dessiné ce symbole sur son chariot à boisson ? Les gardiens l'ont-ils vu ? D'abord la mention d'un coup d'État, puis ma mère qui m'ordonne de fuir Londres. Qu'est-ce que cela signifie ? Je m'adosse au mur et ferme les yeux. Cela signifie qu'ils sont coupables. Si c'est la vérité, ce que les gardiens ont trouvé dans ce compartiment secret pourrait bien le prouver. Et si cette preuve est utilisée contre eux au tribunal, mes parents et mon oncle seront condamnés à mort. Et Marquis ? Je laisse échapper un gémissement. Comment nos parents ont-ils pu nous faire une chose pareille ? Comment ont-ils osé aller à l'encontre des valeurs qu'ils nous ont enseignées ? Ne retire jamais ton laissez-passer, ne fréquente jamais des gens d'une classe inférieure à la tienne, n'enfreins jamais les règles. La perspective de ma rétrogradation en 3e classe terrifiait suffisamment mon père pour qu'il me frappe avec une baguette. Alors comment a-t-il pu commettre un acte susceptible de nous envoyer, Oursa et moi, dans une maison de transition avant même que son corps soit froid ? L'horloge sur le mur indique 22 heures. Demain matin, la première ministre Wyvernmere arrivera à son bureau de Westminster et examinera les preuves que ses gardiens ont trouvées. Un cri strident me fait bondir. Dans un coin de la pièce, le dracovol de mon père, une petite sous-espèce de dragon, m'observe depuis sa cage suspendue. Il n'est pas sorti depuis hier, lorsque ma mère l'a envoyé livrer une lettre. Je décroche la cage, je la pose sur le rebord de la fenêtre et l'ouvre. Le dracovol disparaît dans la nuit. Je referme la fenêtre derrière lui. Je dois détruire les preuves incriminant mes parents. Mais il n'y a aucune chance que je parvienne à infiltrer Westminster. À moins que la boîte contenant les probables papiers incriminants ne s'enflamme spontanément pendant la nuit, il n'y a aucun moyen de les sauver. Et puis soudain, une idée me traverse l'esprit. Une idée ridicule, probablement la pire que je n'ai jamais eue. Mais si je n'agis pas, ma sœur finira dans une maison de transition, ma carrière sera terminée avant même d'avoir commencé, et ma famille sera morte. 10 minutes plus tard, je sors de la maison, une Oursa endormie dans les bras. La plainte lugubre de Mina s'élève du cartable de ma sœur, où j'ai aussi fourré des vêtements et son ours en peluche préféré. Il fait froid, et la rue est plongée dans un silence sinistre. Dans le ciel, au-dessus des réverbères, j'aperçois la silhouette d'un dragon qui plane. Heureusement, le quartier de Marylebone n'est qu'à une courte distance à pied, et je n'ai pas à traverser des quartiers de 3e classe pour m'y rendre. Une affiche me fixe depuis un arrêt de tram, l'image d'une famille respectable qui sourit tandis qu'un rebelle armé et affublé d'une queue de dragon s'empare de leur enfant dans leur dos. Les jeunes manifestants que Marquis et moi avons vus ce matin ont sûrement été radicalisés, mais mes parents sont des adultes capables de penser par eux-mêmes. Comment en sont-ils arrivés là ? Les parents de Sophie vivent dans une modeste maison de briques rouges avec un pommier dans la cour. Les rideaux sont tirés et les ombres s'étirent sur la pelouse. Je remonte l'allée pavée de pierre, les bras engourdis par le poids de ma sœur et de son cartable, puis je frappe grâce au heurtoir en laiton. Silence. Je regarde nerveusement par-dessus mon épaule. Soudain, une lumière s'allume dans le couloir. Abel ouvre la porte. Le père de Sophie a les cheveux gris et le visage creusé par l'âge et la fatigue, ou tout simplement par le traumatisme de la perte de sa fille unique. « Vivienne ?» chuchote-t-il. « C'est toi ?» ?»« Oui, j'ai des ennuis, Abel. » Il me fait signe d'entrer, mais je secoue la tête et reprends d'une voix tremblante. « Pas le temps. Mes parents ont été arrêtés. Ils sont accusés de désobéissance civile.
Mais j'ai une idée qui pourrait les sauver. Est-ce que vous pouvez prendre Oursa ? Le père de Sophie cligne des yeux. Abel ? Alice, sa femme, apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle est vêtue d'une robe de chambre en flanelle. Vivienne ? J'ai besoin de votre aide. J'insiste en retenant un sanglot. J'aimerais que vous vous occupiez d'Oursa jusqu'à mon retour, sûrement demain. Et si je ne reviens pas, j'ai besoin que vous la gardiez en sécurité. Je veux être sûre qu'elle ira bien. Sinon... Ma voix se brise. Alice semble horrifiée, alors que son regard erre de son mari à moi. Vivienne, Dit doucement Abel. si tes parents ont été arrêtés, tu ne peux rien y changer. Je dois essayer, sinon ils vont tous mourir. Pas s'ils sont innocents. Sophie était innocente, lui rappelle Alice d'un ton féroce. Et Dieu sait où elle est maintenant. Le visage d'Abel se décompose à la mention de sa fille. Alice, si les gardiens nous rendent visite, Alors ils ne trouveront rien d'autre que de parents sans enfants qui s'occupent d'un enfant sans parents. Alice tend les bras sans hésiter. Donne-la-moi, ma chérie. Je me retiens de pleurer en lui confiant Oursa. Vivienne, enfreindre la loi est plus dangereux que tu le penses. M'avertit Abel, ses yeux bleus plantés dans les miens. Notre Sophie, Il se tait un instant, une main agrippée à la porte. Sophie a essayé de rentrer à la maison plusieurs fois, après avoir été rétrogradée. Chaque fois, les gardiens sont revenus la chercher et l'ont escortée jusqu'à Camden, dans son quartier de 3e classe, mais elle revenait toujours. Alice a même essayé de la cacher, et maintenant, elle est partie. Comment ça ? Je demande. Partie où ? On nous a raconté qu'elle a déménagé dans un autre quartier pour travailler, mais elle ne nous a jamais écrit. Elle nous écrirait si c'était vrai, n'est-ce pas ? Il me regarde d'un air suppliant, comme si je connaissais Sophie mieux que lui. Je me contente de hocher la tête. Sophie n'abandonnerait jamais sa famille. Ne disparais pas à ton tour, Vivienne, m'implore Alice, les yeux remplis de larmes. Je tends le cartable d'Oursa à Abel. Mina feule à l'intérieur. Désolée, c'est notre chatte. Le laissez-passer d'Oursa est autour de son cou. Je reviendrai la chercher. Promis. Alice rajuste la couverture autour de ma sœur et la porte à l'intérieur. Je me mets à pleurer lorsque je vois la petite tête dorée d'Oursa disparaître au bout du couloir. Je prends conscience que je ne suis pas entrée dans cette maison depuis longtemps. Les souvenirs menacent de déborder, désormais entachés par la honte. Quand la chambre de Sophie s'allume à l'étage, je sais qu'il est temps pour moi de partir. Alice a accueilli Oursa sans réfléchir. M'aurait-elle aidée si elle savait que Sophie a disparu à cause de moi ? Si elle savait que j'ai détruit sa famille ? Sois prudente, Vivienne. M'avertit Abel. Je hoche la tête, puis je remonte l'allée d'un pas déterminé en ajustant la sangle de ma sacoche. J'ai une longue nuit devant moi. J'ai besoin d'un dragon. D'un dragon aisément corruptible. Heureusement, je sais exactement où en trouver un. Chapitre 3. La bibliothèque est située dans la tour nord de l'Université de Londres. Le bâtiment est plongé dans l'ombre. L'imposant portail en fer se dresse dans l'obscurité, mais je sais que ce n'est qu'une façade. Je grimpe par-dessus le mur, mes chaussures en cuir s'enfonçant doucement dans l'herbe lorsque j'atterris de l'autre côté. La porte en chêne massif de la tour est fermée à clé. Je longe le mur jusqu'à une petite fenêtre éclairée par un réverbère et passe un doigt sur les bords du cadre. Le canif de mon père est lourd dans ma poche. Je l'attrape, l'ouvre d'un coup sec et insère la pointe de la lame dans la rainure entre le cadre et le carreau. La lame touche le joint en caoutchouc que je découpe petit à petit. C'est ce que mon père a fait quand Oursa s'est enfermée dans l'abri de jardin parce qu'elle ne voulait pas entrer à l'école. Il l'a sortie de sa cachette et lui a expliqué que son éducation lui assurerait une carrière qui lui permettrait de rester avec sa famille pour toujours. Mon père est plus tolérant avec Oursa qu'il ne l'était avec moi quand j'étais petite. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai échangé mon laissez-passer avec Vera Malloy,
qui vivait dans le quartier de 3e classe de l'autre côté de la place. C'était un jeu, mais quand une voiture de gardien s'est arrêtée et que Vera s'est enfuie, m'ont laissé passer autour du cou, la blague a vite tourné court. Le gardien m'a demandé ce que je faisais dans un quartier de 2e classe sans autorisation. J'étais terrifiée. Au lieu de m'arrêter, il m'a raccompagnée jusqu'au quartier de Vera et m'a laissée dans une rue que je ne connaissais pas. Je lui ai alors crié dessus en wyrmérien, puis dans d'autres langues de dragon, pour lui prouver que j'étudiais dans une école de 2e classe. Les langues t'ont sauvée, Vivienne, et elles te sauveront encore, m'a dit mon père ce soir-là. Après cet incident, il m'a interdit de jouer dans la rue. Le carreau bouge, puis se détache. Je le pose par terre, glisse la main dans l'ouverture et soulève la poignée. La fenêtre s'ouvre et je me hisse à l'intérieur. Toutes ces fois où j'avais rêvé d'entrer un jour à l'université de Londres, jamais je n'aurais imaginé que je finirais par le faire par effraction. Je me retrouve derrière un bureau, dans un recoin de la bibliothèque. Je me ferai un chemin dans le noir, sur le parquet usé, jusqu'à ce que je trouve l'ascenseur. J'entre, ferme la porte et tire la manivelle vers la gauche. Lorsque l'ascenseur commence à s'élever, je vois défiler les différents étages à travers la minuscule fenêtre. Il s'arrête devant un escalier en colimaçon. Je suis déjà montée ici. Je parie que tu n'as pas le courage d'aller voir ce dragon toute seule, m'a défié Marquis ce jour-là. Alors j'ai gravi les marches jusqu'à la prison du dragon, me délectant de la surprise de mon cousin, puis je suis redescendue en courant, juste pour prouver que j'en étais capable. Et me voilà en train de grimper cet escalier à nouveau, ma main frôlant la rampe. Lorsque j'entre dans la pièce circulaire, mon regard se pose aussitôt sur les rangées de bibliothèques au milieu desquelles il était vautré la première fois. Je cherche sa silhouette, qui se découperait sous la lumière de la lune, mais cette fois pas de créature en vue. Quelques marches mènent à un balcon qui permet d'accéder aux étagères les plus hautes. Je me demande quelle sorte de livres elles contiennent. Ils ne doivent pas être bien importants s'ils ont été laissés là. Une odeur de pourriture me retourne l'estomac. Je fais un pas en avant et quelque chose craque sous mes pieds. C'est le crâne d'un petit mammifère, un chat peut-être. Il a dû errer jusqu'ici à la recherche de souris et a connu une fin sanglante. Ou bien les agents d'entretien ont commencé à nourrir le dragon avec leurs animaux de compagnie. Mon impatience monte en flèche. Je dois agir. Je n'ai pas le choix. Cette idée me donne du courage. Mais où est ce dragon ? Je passe sous une arche qui mène à une autre salle, plus grande que la première. Le tapis crisse sous mes pieds. Je baisse les yeux. Ce n'est pas un tapis, c'est une immense mue de dragon, pâle et fine comme du papier. À droite, un bureau abandonné recouvert de fientes d'oiseaux et, à gauche, un panneau défraîchi. Demande de renseignements. Les élèves les plus âgés racontent que le dragon de la bibliothèque est un criminel qui s'est rebellé contre la création de l'accord de paix, refusant d'être régi par les lois humaines. Il a donc été envoyé ici pour servir les humains, la pire punition qui puisse être infligée à son espèce. Il était censé fournir aux érudits des renseignements sur des faits historiques et toute information servant à leurs études. Après tout, une créature âgée de plusieurs siècles est 100 fois plus instructive que n'importe quel livre. Mais cette décision s'est avérée être un échec lorsque le dragon a failli tuer un étudiant. Depuis, il est emprisonné ici, probablement jusqu'à sa mort. Je fixe la corniche de la tour. Dehors, rien ne bouge à l'exception d'un pigeon qui fait son nid. Un courant d'air glacé me fouette le visage alors que je tourne au coin de la pièce. Le mur a été détruit et s'ouvre sur une terrasse extérieure en une plaie béante faite de calcaire et de métal déchiqueté. Les poils de ma nuque se hérissent. Le dragon se tient sur la terrasse, dos à moi, son corps remplissant tout l'espace. Il observe le campus et la ville par-dessus le parapet. Sa queue incrustée de pointes est enroulée autour de son corps comme celle d'un chat. Sa peau, d'un rose profond, est recouverte d'écailles qui scintillent telles du verre au clair de lune. C'est le dragon le plus grand et le plus terrifiant que j'ai jamais vu.
Lors d'un voyage de recherche avec ma mère, dont je me souviens à peine, j'ai dormi blotti contre des dragons amicaux, chauds et réconfortants comme des soleils ronflants. Pendant les raids aériens de la Grande Guerre, j'ai vu des dragons monter la garde sur Fitzroy Square, se faire armer à Blackfriars ou encore dévier les bombes au-dessus de Westminster. Cette fois, c'est différent. Ce dragon est un criminel. Qu'est-ce qui m'a pris ? Prise de peur, je recule lentement, mais mon pied rencontre un bloc de pierre qui glisse sur le sol et brise le silence. Mon cœur s'emballe. La queue du dragon s'agite. Depuis combien de temps sait-il que je suis ici ? Au moins, tu ne peux plus t'enfuir. Je m'éclaircis la voix. Êtes-vous le dragon de la bibliothèque ? Je bafouille comme une petite fille effrayée. Quel autre dragon voulez-vous que je sois ? Sa voix est rauque, mais aussi douce et féminine. C'est une dragonne. Elle parle anglais avec un accent slave, peut-être bulgare. C'est vraiment la pire idée que je n'ai jamais eue. Je me demandais si... Je n'ai pas répondu à une demande de renseignement depuis 1903. La dragonne se retourne brusquement, balançant son énorme tête vers moi. Celle-ci est couverte de pointes et ses yeux sont cerclés de blanc. Je ne suis pas là pour une demande de renseignement. Elle pousse un grognement qui fait vibrer le sol sous mes pieds. Tant mieux pour vous, dit-elle. Si c'était le cas, je vous aurais arraché la langue. Je sens mes entrailles se tordre. C'est ce que vous avez fait au dernier élève qui est venu ici ? Hélas, je ne m'en souviens pas. La mémoire des dragons est 10 fois plus développée que celle d'un cerveau humain. Je réplique. Et les humains se rappellent très bien ce que vous avez fait. Ai-je envie de mourir ? Les yeux de la dragonne me fixent, deux globes d'ambre luisants. Au-dessus de ses serres géantes s'alignent plusieurs rangées de plumes noires et soyeuses. Ses pattes sont couvertes de plaies et sa peau a une teinte grisâtre. « Vous êtes prisonnière », dis-je en montrant la petite boîte argentée attachée entre ses ailes. C'est un détonateur, fusionné à sa peau et rempli d'un explosif. « Quel sens de l'observation !» se moque-t-elle. « Êtes-vous bulgare ?» Je tente en repensant au croquis de Marquis. « Une bolgorite ?» Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Mojava maika izlidanev bolgor, dis-je en slavi draneïcha. Ma mère est bulgare. La fille humaine parle draconique, s'étonne-t-elle. Je frissonne. Pour la première fois de ma vie, je communique dans une langue de dragon avec un vrai dragon. Je parle le slavi draneïcha, le ouirmérien, l'arpentessa, le drageoir, le draexum et un peu de comodonais. Et quelques langues humaines, évidemment. Je glisse une mèche de cheveux derrière mon oreille et respire profondément. « Comment vous appelez-vous » je demande. « Moi, c'est Vivienne. » La dragonne pousse un long soupir. « Je m'appelle Chumana. » Maîtresse serpent, c'est ce que ça signifie dans ma langue, n'est-ce pas ? Que voulez-vous, fille humaine ? Je me ressaisis. Chumana a déjà essayé de tuer un élève. Qui me dit qu'elle ne recommencera pas ? Je suis venue vous proposer un marché. Chumana émet un bruit qui ne peut être qu'un rire. Quel genre de marché une jeune fille humaine pourrait-elle proposer à une dragonne criminelle ? L'évasion. Je réponds après une infime hésitation. La liberté ? La vengeance ? Vous délirez, grogne-t-elle. Je peux détacher ce détonateur de votre peau. Ensuite, vous serez libre. Mais d'abord, je veux que vous brûliez le bureau de la première ministre Wyvernmere. La dragonne plonge son regard dans le mien. Vous voulez que je vous serve ? Non, je veux juste conclure un marché, d'égal à égal. Chumana rit à nouveau. Je me sens rougir. Vous oseriez passer un marché avec un dragon ?
se moque-t-elle. Je repense au visage horrifié de Marquis alors qu'on le menottait, aux cris d'Oursa, à ma mère laissée seule avec ses gardiens. Oui, je confirme. Savez-vous ce qui se passera si vous le rompez? La voix de Chumana est aussi douce que de la soie. Vous me tuerez. La dragonne m'observe, ses yeux ambrés s'assombrissant. Brûlez le bureau de Wyvernmere, Souffle-t-elle. ce serait avec plaisir. Mon cœur bondit dans ma poitrine, mais je me contente de hocher la tête. Le détonateur, dis-je en désignant ses ailes. Marquis m'a parlé des détonateurs pour dragons. Ils ont été négociés dans l'accord de paix pour n'être utilisés que sur les criminels. La boîte en argent n'est pas plus grande que ma main, mais elle contient des cristaux de fulminate de mercure. Avez-vous une lame, fille humaine? Demande Chumana. Nous savons toutes les deux que nous ne pouvons pas compter sur vos dents. Je me retiens de sourire. Les dragons savent donc manier le sarcasme? Je sors le canif de ma poche. Cela ne suffira pas à transpercer ma peau. Regrette Chumana. Elle lève une griffe en direction de la bibliothèque. Au-dessus du bureau. Je retourne à l'intérieur. Chumana me suit, sa longue queue traînant derrière elle. Une épée montée sous un cadre en verre est accrochée au mur. Je grimpe sur le meuble, décroche le cadre et le pose par terre. Chumana m'observe en silence, une bouffée de fumée s'échappant de ses narines. Pourquoi laisse-t-il une arme pareille ici avec une prisonnière? Je m'étonne en fouillant les tiroirs à la recherche d'un objet lourd. Connaissez-vous un autre humain prêt à découper un explosif dans le corps d'une dragonne criminelle? S'amuse Chumana. Je hausse les épaules. Je parie que la fille de 3e classe tuée lors de la manifestation aurait été prête à le faire. Mais les gens comme elle n'ont pas accès aux bibliothèques universitaires. Je pense. Ma main touche quelque chose de rond et froid. Je sors le presse-papier du tiroir et le jette sur la paroi en verre, la réduisant en miettes. Je sors l'épée avec précaution. Elle est lourde. La poignée est rouillée, mais la lame est tranchante comme un rasoir. Comment voulez-vous que je procède? Vous allez devoir grimper, Répond la dragonne. Les mains tremblantes, je contourne Chumana dans la pénombre, assez près pour voir les callosités de sa peau. J'ai besoin de lumière, dis-je. Est-ce que vous pourriez mettre le feu à quelque chose? Sûrement pas, à moins que vous ne vouliez que nous explosions toutes les deux. Je vois. Je marmonne. Je vais allumer les lampes à gaz dans ce cas. Après m'y être attelée, je me retourne vers Chumana, dont le dos est couvert d'épaisses écailles rondes. Ses ailes parcheminées frémissent, et je sais qu'une fois dépliées, elles rempliront toute la pièce. Je serre l'épée dans ma main. Bien, dis-je d'un ton hésitant. Je vais... Montez, fille humaine. Je pose un pied sur la base de sa queue. Oh, Marquis, si seulement tu me voyais. La tâche est plus facile que je ne le pensais. Les écailles me servent de prise. C'est un peu comme l'ascension d'une falaise. La peau entre les écailles est chaude, presque brûlante. Chumana sent l'animal, la fumée de dragon et les vieux livres. Je m'arrête au sommet de son dos, mes genoux de part et d'autre de sa colonne vertébrale. Le détonateur est inséré à la base de ses ailes, entouré d'une épaisse cicatrice. Que ressent-elle, avec cette pièce de métal fondue à sa peau? Est-ce que la température plus élevée de son corps de dragon rend la chose moins douloureuse? Chumana, comment fonctionne ce détonateur? Elle bouge sous moi et je m'accroche à son aile pour ne pas tomber. Il faut être prudente, Répond la dragonne. Les cristaux du détonateur sont sensibles au choc et à la chaleur. Une fois que vous l'aurez enlevé, ne le laissez surtout pas tomber. Mon cœur s'emballe. Je pourrais donc être sur le point de nous tuer toutes les deux? Mais en quoi vous empêche-t-il de vous échapper? La friction.
explique Chumana. Si je m'envolais, le mouvement de mes ailes déclencherait le détonateur. Et si cela échouait, l'élévation de la chaleur de mon corps causée par l'augmentation de mon rythme cardiaque réagirait avec les cristaux. C'est une invention humaine ingénieuse. Je fixe la boîte d'argent mortelle, consciente de la cruauté de ce mécanisme qui lie le besoin inné de voler d'un dragon à sa mort certaine. « Prête ?» je demande. Chumana grogne en guise de réponse. Je passe un doigt sur la cicatrice. Et si je coupais trop profondément et que Chumana se vidait de son sang? Je lève aussitôt les yeux au ciel. Il est improbable qu'une humaine comme moi tue un immense dragon avec une simple épée. Je tiens la poignée à 2 mains, puis j'incline la lame contre la peau et j'appuie de toutes mes forces. Du sang s'écoule de l'entaille, mais Chumana ne bronche pas. Lorsque je sens le bord du boîtier frotter contre la lame, je tranche la chair en dessous, comme avec un couteau dans du beurre. Chumana siffle de douleur lorsque j'attrape la boîte ensanglantée de ma main gauche. Ne le laissez surtout pas tomber. Je jette l'épée au sol et glisse lentement le long du dos de la dragonne sans quitter des yeux le détonateur. Sur la chaise du bureau se trouve un coussin mité. J'y dépose l'objet avec précaution, puis je me retourne vers Chumana en souriant. Elle me fixe de ses grands yeux. Je viens de libérer une dragonne criminelle qui a protesté contre l'accord de paix. Et si elle ne respectait pas sa part du marché? Pourquoi voulez-vous brûler le bureau de Wyvernmere? Me demande-t-elle. Parce qu'il contient des preuves indiquant que mes parents sont des rebelles. J'ai besoin que ces preuves soient détruites. Les moustaches de Chumana tressaillent. Elle incline la tête. Dans ce cas, considérez cela comme fait, fille humaine. Ses ailes se déploient et renversent les étagères comme des dominos. Les bords sont hérissés de pics aussi solides que des os, mais la membrane semble mince comme du papier et légère comme une plume. « Chumana !» dis-je avant qu'elle ne s'envole. « Quelle est votre maxime ?» Si la dragonne m'entend, elle choisit de ne pas me répondre. Elle s'élance sur la terrasse et je la suis pour la voir s'élancer dans les airs. Ses serres s'écrasent contre les parapets et les font s'écrouler dans un vacarme qui résonne dans la nuit. Chumana pique du nez, son corps luttant pour garder l'équilibre, puis elle parvient à remonter. Un éclat de rire m'échappe alors que je la regarde s'éloigner, une silhouette noire dans le ciel étoilé. Depuis combien de temps n'a-t-elle pas volé? Cette pensée me dégrise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.